Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de dissolution des composés moléculaires. Donc d'abord, on va introduire ce que sont des solvants, puis on verra comment ça marche dans un solvant polaire, puis dans un solvant apolaire. Donc c'est parti. Alors, qui dit dissolution dit solution. Et qui dit solution dit solvant et soluté. Ça, vous l'avez vu en seconde. Eh bien, les solvants qui vont permettre la dissolution, il va falloir déjà les caractériser en deux catégories assez distinctes. On va avoir d'un côté les solvants qui sont polaires, c'est-à-dire ceux qui ont des molécules polaires à l'intérieur, donc composés de molécules polaires. On a par exemple H2O, NH3, C2H6O mais version éthanol, et ainsi de suite. Tandis que de l'autre côté, on va avoir les solvants qui eux sont apolaires et qui sont logiquement composés de molécules qui elles sont apolaires. Donc dans ce cas-là, le plus connu, ça va être le cyclohexane, donc C6H12. Mais il y en a d'autres, hein. Mais c'est vraiment lui qu'on va avoir le plus fréquent. Mais on peut avoir aussi l'éther, qui est un éther-oxyde, donc le méthoxyméthane, qui a la même formule brute que l'éthanol. Donc je ne vais pas le mettre parce que sinon ça va vous perturber. Maintenant qu'on a fixé ce que sont les solvants, polaires et apolaires, eh bien on va parler d'abord des dissolutions dans un solvant polaire. La dissolution dans un solvant polaire, elle se fait assez facilement puisqu'on va avoir la création d'interactions de Van der Waals entre dipôles, du soluté et du solvant. Et même aussi des liaisons hydrogènes qui vont permettre une plus grande solubilité donc de notre soluté à l'intérieur du solvant. Celle-ci va se faire donc en deux étapes distinctes et consécutives. La première, c'est ce qu'on appelle la solvatation, c'est-à-dire que le soluté s'entoure de solvant et il va s'entourer de solvant de telle façon à avoir ces interactions de Van der Waals. Donc la partie positive du soluté va faire face à la partie négative du solvant, et vice-versa. Et ensuite, on a la fameuse dispersion qui fait que nos solutés s'écartent les uns des autres. Okay, donc je vais mettre comme son nom l'indique. Hein. On va avoir donc une dispersion des différents composants à l'intérieur de la solution. L'équation de dissolution, du coup, dans ce cas-là, elle va indiquer le changement d'état. Alors, bien sûr, je l'ai mis entre guillemets, le changement d'état, puisque c'est pas forcément un changement d'état. Si on a qu'est-ce que je vais prendre? Si on a du sucre ou du glucose, allez, c'est 6H12O6, on l'a sous forme solide, eh bien, une fois dissous dans l'eau, on va dire qu'il est sous forme aqueuse. Mais il n'a pas vraiment changé d'état. Hein. Il n'a pas fondu. Et on fera gaffe quand même parce qu'en fait il est possible parfois que les interactions de Van der Waals sont très fortes entre soluté et solvant au point de casser les liaisons. C'est le cas avec H2S qui est l'acide sulfurique. Et ça va nous créer donc deux atomes d'hydrogène, enfin deux ions hydrogène plus et un ion sulfure S2-. Donc voilà, c'est possible que ça soit un peu trop fort, mais en général ça ne les casse pas les molécules et donc nos molécules restent au même état, contrairement aux solides ioniques, et elles vont donc du coup se solvater, s'entourer de solvant et hop, s'échapper les unes des autres. Alors dans un solvant apolaire, c'est un peu plus compliqué. Donc dans un solvant apolaire, eh bien on retiendra que les solutés apolaires sont plus solubles dans les solvants apolaires. Et d'ailleurs elles sont peu solubles dans les solvants polaires. Donc on fait un petit tableau récapitulatif pour ça, ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Ici donc on va avoir un soluté polaire dans un solvant polaire, c'est très soluble. C'est très soluble parce qu'on a apparition donc des interactions de Van der Waals, des liaisons hydrogènes, la totale. Un soluté apolaire dans un solvant polaire, c'est peu soluble, mais voire très peu. Hein. Donc je mettrai entre parenthèses. Un solvant polaire, un soluté polaire dans un solvant apolaire, c'est insoluble. C'est pas possible. Tandis qu'un soluté polaire dans un solvant, un soluté apolaire dans un solvant apolaire, c'est aussi, encore une fois, très soluble. Donc du coup, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va pouvoir se servir de ces propriétés-là
pour pouvoir, par exemple, séparer des solutés qui peuvent être mélangés. Si par exemple on a un soluté polaire et un apolaire mélangés dans le même solvant polaire, et c'est possible, eh bien, on va pouvoir les séparer en utilisant un solvant apolaire, puisque ce solvant apolaire, lui, va récupérer la partie qui est apolaire, tandis qu'il va rejeter la partie qui est polaire. L'application, donc, elle est simple, c'est tout simplement, donc, et vous l'avez vu en seconde, et vous l'avez revu en première, c'est l'extraction par solvant, en utilisant donc ces propriétés de polarité pour séparer les solutés polaires des solutés apolaires à l'intérieur d'une même solution dont le solvant est polaire. Si par exemple vous avez, qu'est-ce qu'on peut prendre? Si vous avez du rouge de méthyle qui est apolaire, mélangé avec du sulfate de cuivre qui est polaire à l'intérieur de l'eau, puisque c'est possible de mettre du rouge de méthyle dans de l'eau, c'est peu soluble mais ça l'est quand même, bon, on va avoir un mélange qui est violet, et en amenant un solvant apolaire, du cyclohexane par exemple, ce solvant apolaire n'est pas miscible avec le solvant polaire, et bien lui, il va récupérer la partie donc rouge de méthyle, puisque c'est très soluble à l'intérieur de lui, et ne va complètement rejeter donc le sulfate de cuivre. Et on va donc avoir deux solutions différentes, l'une avec le soluté apolaire, qui sera dans le solvant apolaire, et l'autre avec le soluté polaire, qui sera dans le solvant polaire. Donc nous, notre objectif, c'est de récupérer ces deux cases en diagonale, par rejet des deux cases dans l'autre diagonale. Donc voilà pour ce qui est de la dissolution des composés moléculaires.